Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, c'est pas une surprise, on est rendu dans le mois de décembre, fait que naturellement, ça donne envie de parler de symbolisme autour de Noël. Puis ça risque de prendre deux épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le symbolisme de Noël. Puis aujourd'hui, on commencera avec des choses un peu plus légères. Euh, C'est-à-dire des traditions un peu folkloriques qu'on a autour de Noël. On va essayer de regarder c'est quoi le sens de ces choses-là. Puis étonnamment, souvent, ça recèle des richesses symboliques qu'on ne s'entendrait pas, là, qui nous enseignent sur disons, la façon même dont le symbolisme peut fonctionner, puis pas juste sur des symboles précis. Donc, la première affaire dont j'avais envie de parler, c'était du Père Noël. Fait que, pourquoi est-ce qu'on a comme ce personnage-là dans notre imagination pour Noël qui arrive? Puis aussi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de présence physique là, partout autour de nous, même le Père Noël? Fait que j'ai envie de commencer peut-être juste en te demandant, Jonathan, globalement, disons, pourquoi est-ce qu'on a le Père Noël dans notre imaginaire comme ça? Ben, le Père Noël, il est vraiment une synthèse de plusieurs personnages, il semblerait. Là. Tu sais, avant, on fêtait la Saint-Nicolas au début de décembre. Puis, on fêtait Noël plus tard. Là, tranquillement, pour plusieurs raisons qui ne sont pas totalement claires, les deux personnages ont commencé à fusionner ensemble. Puis, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'influence des compagnies modernes comme Coca-Cola et tout ça dans la création du Père Noël. Mais j'ai l'impression que souvent, de juste penser que c'est ça, c'est pas bien comprendre la situation. C'est-à-dire, le personnage du Père Noël puis son histoire est vraiment particulière pour comprendre l'époque de Noël. Si on regarde les différentes traditions, même les traditions les plus étranges, disons, par rapport à Saint-Nicolas, par rapport au personnage du Père Noël, on peut comprendre un peu à quoi ça réfère. Par exemple, souvent, Saint-Nicolas, même quand mes parents étaient jeunes, ils disaient qu'à Noël, ils pouvaient recevoir deux choses. Ils pouvaient recevoir comme un charbon ou bien une orange. Il y avait cette idée-là que si tu étais tannant, tu recevais un morceau de charbon. Si tu étais bon, ben, tu recevais une orange. Puis là, tu sais, c'était comme disons, mis dans un bas ou mis en bas en dessous du sapin ou whatever. Puis, ça a vraiment rapport avec le symbolique du solstice, dans le fond. Tout ça, ça a rapport avec le symbolique du solstice. On sait que Noël se passe au moment où il y a la journée la plus courte, mais c'est ça, disons, l'idée de la journée la plus courte, c'est qu'elle cache un secret. Elle cache le secret de la lumière, dans le fond. Parce qu'elle est aussi le début du nouveau cycle, le début où les journées vont commencer à devenir de plus en plus claires. Fait que le symbolisme de Noël et le symbolisme du Père Noël aussi, un des aspects de ce symbolisme-là, c'est l'idée d'une lumière qui est cachée dans la noirceur. Fait que le Père Noël qui vient la nuit, puis là, il descend, fait qu'il pense qu'au soleil. Là. Le soleil descend à chaque jour jusqu'au solstice. Puis là, le dernier jour, il est le plus bas. Fait qu'il descend dans la cheminée, il descend l'axe vertical jusque dans le foyer, là, dans l'endroit où il y a le charbon, puis il y a la saleté, puis il y a disons, où ce qu'on fait le feu. Puis il va amener les cadeaux. Mais il y a aussi l'idée que, par exemple, cette journée-là, elle a deux côtés. Elle a le côté sombre et le côté clair. C'est pour ça que le Père Noël, il va toujours avoir un côté sombre et un côté clair. De moins en moins aujourd'hui parce que tu sais, on est une société qui pense, tu sais, comment je peux dire, une société qui veut juste mettre l'emphase sur nos fantasmes et nos fantaisies. Mais disons, en théorie, il devrait avoir les deux côtés. Donc, le Père Noël, il vient, puis là, dans ce moment-là où la lumière commence à apparaître, il y a aussi un genre de jugement. Soit que tu vas recevoir la noirceur, ou soit tu vas voir le verre à moitié vide, soit tu vas voir le verre à moitié plein, soit que tu vas l'expérimenter comme ça. Fait que tu reçois cette journée-là soit comme un charbon, qui est vraiment le fond de la terre, là, la noirceur qui est cachée au fond de la terre, ou tu vas recevoir une orange qui est le symbole du soleil lui-même, là, qui est une boule orangée qui, dans les traditions de Saint-Nicolas, c'était souvent une boule en or carrément, là, qui était donnée par Saint-Nicolas. Il y a une histoire de Saint-Nicolas avec comme quoi il donnait des boules en or à des femmes qui devaient se marier là, pour leur dot.
Fait que ça, c'est un peu le symbolisme du Père Noël. Fait que là, quand tu comprends ça, tu peux voir d'autres aspects du symbolisme du Père Noël. Par exemple, dans plusieurs pays européens, Saint-Nicolas, il va avoir un démon avec lui qui s'appelle Krampus ou bien un personnage qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle en français, là, c'est un personnage comme noirci. Souvent, il peut représenter un Africain, mais pas nécessairement. C'est un personnage sombre, dans le fond. Fait que là, il y a comme le côté clair et le côté sombre de la journée. Là, c'est sûr, les gens, bon, malheureusement, là, ils interprètent ça de façon raciale et tout, mais tu peux le comprendre juste comme l'idée de dire que le jour, il y a un côté sombre puis un côté clair. Puis aussi, le côté sombre, il n'est pas nécessairement totalement négatif aussi. Il peut apparaître comme négatif, mais bon, du charbon, ce n'est pas juste négatif. Du charbon, c'est utile, ça sert à quelque chose. C'est le fond qui alimente le reste, dans le fond. Mais souvent, c'était les personnages sombres, ils fouettaient. Au Québec, il paraît qu'il y avait comme. Et en France, au Québec, il appelait le père fouettard. Fait il y avait Saint-Nicolas qui apportait des cadeaux, puis le père fouettard qui venait châtier les enfants, dans le fond, s'ils étaient tannants. Fait que c'est là que tu vois les deux côtés de Noël. Puis donc, alors là, la tradition du Père Noël, elle se reflète dans la tradition du Christ lui-même qui descend jusqu'à l'endroit le plus bas, dans la mangeoire d'animal. Il est aussi représenté comme naissant dans une caverne, dans les plus anciennes traditions. Si tu regardes les icônes de Noël, par exemple, il est carrément dans une caverne. Tu peux l'imaginer carrément là, comme une cheminée qui descend avec le foyer de la cheminée. Dans la caverne, tu as les animaux, tu as le lieu le plus bas du monde, puis là, la lumière est cachée dans ce lieu-là, dans le jour le plus sombre, disons. Fait que le symbolisme du Père Noël, son histoire, puis la façon dont il se manifeste à nous, il est complètement cohérent. Il apparaît au milieu de la nuit, il vient à minuit, tout ça. C'est tout des symbolismes pour nous aider à saisir le symbolisme de la transition entre la noirceur et la lumière, disons. Comment est-ce que tu ferais rentrer le fait que le Père Noël vient du pôle Nord? Bien, le Père Noël, il vient le pôle, ça a le rapport avec le solstice. Là. Mm-hmm. Parce que c'est là que, disons, ça a le rapport avec l'extrême du monde. Là. Fait que, tu peux imaginer un peu qu'il y a un rapport entre le pôle Nord puis le pôle Sud, disons. Le pôle Sud, il peut être relié avec le solstice d'été, puis le pôle Nord peut être relié avec le solstice d'hiver. Un, parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait froid quand c'est le solstice. Deux, parce que c'est comme la journée la plus courte, c'est relié aussi avec le froid aussi. Là. Puis l'été, au solstice d'été, souvent, on fait des feux, la Saint-Jean. Fait qu'on on va brûler, on va faire des grands feux, disons, pour comme préserver la chaleur de l'été, là, jusque dans le cycle qui va descendre maintenant. Mais tu peux voir aussi la chaleur et le froid comme les deux extrêmes du solstice d'été et du solstice d'hiver. Là. C'est bon. Peut-être un autre aspect. Mais ça a rapport avec l'axe aussi. Un autre truc, ça a rapport avec l'axe. Ouais. Ça a rapport avec le fait que le Père Noël descend l'axe du monde, si on veut. Là. Tu as l'étoile du Nord qui est comme un axe du tournant. Puis le Père Noël, au solstice d'hiver, il descend l'axe du monde, il descend la cheminée pour arriver jusqu'en bas. Là. Mm-hmm. C'est bon. Un autre truc que je me demandais, c'est pourquoi, je ne sais pas si tu avais une explication à pourquoi souvent on va vouloir laisser un biscuit puis du lait pour le Père Noël, comme un genre de sacrifice. Là. Je ne sais pas comment est-ce que tu faisais rentrer ça. C'est vraiment un sacrifice, ouais. Je ne sais pas comment d'autres l'expliquer à part ce sacrifice. Là. C'est vraiment un résidu des anciennes pratiques qui étaient de laisser de la nourriture pour les créatures familières. Là. Mm-hmm. Et les gnomes, puis les pocs, puis tous les genres de créatures qui t'aidaient. Là. Il y avait la tradition de laisser de la nourriture pour eux. Puis je sais que ça, c'est weird pour les gens de comprendre ça, mais tu pourrais le saisir d'une façon facile de le comprendre. C'est de dire que il faut, si tu veux que le Père Noël descende, il faut que tu lui donnes du potentiel dans lequel atterrir. Il faut que tu lui donnes un corps. C'est ça, offrir de la nourriture. C'est que tu offres un corps pour que le principe vienne se manifester dans le fond. C'est peut-être une façon plus simple pour les gens de le comprendre, mais qui va peut-être faire peur à certaines personnes aussi, mais c'est ça la réalité de ce genre de pratique-là.
On va y penser aussi dans une famille, là, souvent, ça va être c'est une façon de faire participer les enfants à Noël, là, de leur dire, OK, ben, là, on va prendre du lait, on va prendre des biscuits, préparer ça pour le Père Noël qui va descendre. Puis après ça, c'est les parents qui vont faire l'autre partie de la job, là, d'aller laisser les cadeaux. Mais c'est comme une façon peut-être de monter les enfants comme dans le pattern, là, au lieu qu'ils fassent juste recevoir le cadeau, ben, ils peuvent participer un peu plus en faisant Oui, ça, puis en aussi faisant l'idée qu'il l'offrande. faut redonner, là. Tu sais, que ça fait partie de l'échange, si on veut, là. Tu sais, il faut aussi, il y a un aspect que il faut comme redonner, on ne peut pas juste recevoir, là. Tu sais, malheureusement, tous ces aspects-là sont de plus en plus perdus là, dans la façon dont on fête Noël, mais ça fait partie de ça aussi, là. Et on peut redonner par participation. Tu sais, l'enfant prend du temps, il écrit une lettre au Père Noël, il y a des choses qu'il fait pour pas pour pas qu'il soit juste passif dans la relation, là, qu'il redonne. Ouais, ça amène à un autre point qui est vraiment intéressant sur le Père Noël, là, c'est de voir comment des êtres peuvent exister de façon moins simple qu'on le pense habituellement, puis quand même exister. Fait que, tu as une vidéo célèbre là-dessus en anglais avec une phrase qui est devenue un peu célèbre, là, c'est Obviously Santa Claus existe. Évidemment, le Père Noël existe. Parce que c'est un bon exemple pour nous faire comprendre que il y a des choses qui existent qui ne sont pas matérielles dans le sens simple du terme, là, de la même façon que nous, on a un corps, par exemple, ou de la façon qu'un cellulaire est un objet matériel, parce que le Père Noël a tout un paquet d'effets contraignants sur des manifestations physiques de lui qu'on va voir dans le monde vraiment. Fait que, tu sais, il y a des décorations de Père Noël un peu partout dans le temps des fêtes. Il y a des déguisements que les gens mettent. Des fois, les gens vont mettre du genre de sucre de Père Noël. Ils vont mettre des petits Père Noël ici et là dans leur maison. Ils vont avoir le rituel de donner des cadeaux aussi le 24-25 décembre dont on a parlé, qu'on va dire que c'est le Père Noël qui vient laisser des cadeaux. Puis aussi, peut-être les manifestations la plus directe, c'est quand tu vas au centre d'achat et que tu peux voir le Père Noël, puis avoir comme la chance de t'asseoir dessus, lui demander des cadeaux, puis tout ça. Puis il y a vraiment plein de contraintes, des choses que le Père Noël peut ou peut pas faire dans ces situations-là. Peut-être des choses, disons, que la personne qui va incarner le Père Noël peut et pas faire pour rester le Père Noël à ce moment-là. Euh, fait que, mettons, un exemple, je pense que tu avais déjà entendu donner, c'est que si euh, Bill est déguisé en Père Noël le 23 décembre, puis là, il demande à l'enfant quel genre de cadeau il veut, puis là, l'enfant répond quelque chose. Le Bill, il ne peut pas commencer à dire n'importe quoi. Il ne peut pas commencer à parler de son auto qui est brisée ou du fait qu'il y a eu une dispute avec sa blonde, puis des affaires comme ça. S'il fait ça, il ne sera plus le Père Il Noël. faut arrêter d'être le Père Noël. C'est Ouais. exactement ça. Tu sais, c'est ça qui est important de comprendre. Tu sais. Je pense que l'idée du Père Noël, ça peut nous aider à saisir la façon dont certaines choses existent. Fait que la question, c'est de dire que le Père Noël n'existe pas. De toute façon, c'est une absurdité. C'est vraiment une absurdité. C'est absurde de dire que le Père Noël n'existe pas. C'est clair que le Père Noël existe. La question, c'est plutôt de se poser la question de quelle façon est-ce que le Père Noël existe. Puis ça, c'est beaucoup plus utile parce que ça nous aide à comprendre comment des êtres spirituels existent, puis comment des êtres, disons, qui n'ont pas de corps de la façon dont nous, on a un corps, ont malgré tout un corps d'une certaine façon qui manifeste ces êtres-là dans le monde. T'sais. Fait que quand les gens s'habillent en Père Noël, bien, on les reconnaît, on sait que c'est le Père Noël. T'sais, on sait que c'est le Père Noël et que ce n'est pas d'autre chose. Donc, le Père Noël a une certaine des caractéristiques, comme tu as dit, il y a aussi une certaine volonté. Puis la même façon dont c'est similaire un peu à un policier. Des fois, comprendre comment un policier existe, ça peut nous aider à saisir. C'est que le policier, pour qu'il reste un policier, il doit incarner certaines choses, certaines façons d'agir avec son uniforme. Il représente l'autorité. Il y a toute une série de choses qu'il doit faire pour que tu rencontres un policier, puis pas juste Bob ou Georges. Parce que Bob ou Georges, il existe, disons, il participe au policier, sauf que lui, il doit contraindre certains aspects de lui-même pour que tu sois, il doit contraindre, comme tu as dit, ses problèmes personnels, il doit contraindre le fait que le week-end, il aime jouer aux cartes, ou je ne sais pas, toutes les choses qui constituent Bob, il y en a certaines qu'il utilise pour manifester le Père Noël. Pas le Père Noël, dans ce cas-ci, le policier, mais le Père Noël, c'est la même chose. Alors, on peut saisir comment que le Père Noël existe. Si ton enfant il écrit une lettre, le Père Noël, il va répondre. Puis, tu pourrais penser que c'est genre Linda là, au bureau de poste qui répond à sa lettre, mais c'est absurde parce que Linda, elle ne va pas parler des choses de Linda. Linda, elle va parler des choses du Père Noël. Elle va être un outil
de manifestation du Père Noël. T'sais. Fait que, tu pourrais dire la même chose de ton corps à toi, ou tu pourrais dire, je ne sais pas moi, tu pourrais dire, c'est pas moi qui parle, c'est ma bouche qui parle. C'est absurde de dire ça. C'est toi qui parles en utilisant ta bouche. Mais les êtres comme ça, qui ont des corps plus subtils, ben, ils fonctionnent de la même façon. Nous, on devient des outils de manifestation pour ces êtres-là dans le monde, en participant à leur pattern, en participant à leur structure puis à leur volonté. C'est même mieux de dire ça. En participant à leur volonté, ben, on les manifeste dans le monde. Ouais. Puis, on parlait des parties de notre corps, mais c'est la même chose aussi. Là. Si une partie de mon corps comme arrête de m'obéir d'une certaine façon, si elle ne participe plus à ma volonté à moi, si elle ne participe plus dans mon pattern, ben, à un moment donné, c'est plus mon corps, là, c'est rendu quelque chose qui va mourir, qui va tomber, là, je ne sais pas, mais si je veux, par exemple, que ce soit ma main là, qui est en train de bouger présentement, il faut qu'elle soit très contrainte par ma volonté. Là. Il y a un paquet de choses qui se passent dans mes cellules. En fait, c'est extrêmement complexe. Là. Il y a un paquet d'affaires là-dedans qui se passent, qui sont très analogues à Bill qui pense à ses problèmes de la fin de semaine. Là. Mais reste que ma main, comme au lieu d'être juste comme dispersée dans toutes ces possibilités-là, va être contrainte par ma volonté, par mon esprit de faire tel signe pour telle vidéo. Là. Ben, de la même façon, Bill qui fait le Père Noël est contraint. Puis il va à ce moment-là incarner le Père Noël. Il va être un corps pour le Père Noël. Oui, exactement. Ça peut aider, de méditer sur ça, ça peut aider les gens à comprendre plein de choses. Fait que l'idée, disons, de l'enfant qui s'assoit sur le Père Noël dans le centre d'achat, puis que là, il tire sa barbe, puis là, il dit que c'est pas le vrai Père Noël. Ou bien que le Père Noël, il dirait quelque chose de bizarre, puis là, tu réaliserais que c'est pas le vrai Père Noël. Tu peux imaginer une situation similaire, disons, je sais pas moi, dans une cour. T'imagines, là, comme disons en Angleterre, là, dans le juge avec sa perruque blanche, avec son truc, son costume noir. Puis là, le juge, il te donne un jugement. Puis là, tu te dis, toi, tu es juste Carole. T'es pas. Comment tu as l'autorité de dire ça? C'est juste un costume que tu portes de toute façon. C'est comme la réalité, c'est oui, en effet, c'est ça. Mais aussi, elle est comme dédiée à cette chose-là, à ce moment-là. Puis elle a vraiment l'autorité de représenter, disons, l'autorité de la ville envers toi à ce moment-là. Puis c'est sûr que le Père Noël, c'est pas aussi structuré qu'un juge ou qu'un policier, mais c'est quand même cohérent, puis on peut le reconnaître. Puis le fait que les parents vont le faire, vont s'habiller en Père Noël, vont donner les cadeaux, vont faire tout ça, ça montre que ça a une importance qui est plus. Il y a une importance que tu ne pourrais pas juste mettre de côté facilement. Tu ne pourrais pas juste décider, on va tous décider d'arrêter de faire ça. C'est plus gros que vous. Tu ne peux pas juste arrêter, ça va continuer de se manifester malgré nos intentions. C'est bon. Puis en parlant de cadeaux, ça amènerait un autre des traditions, c'est-à-dire de mettre les cadeaux en dessous du sapin. Vous parlez du sapin de Noël en général, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis il y a une objection commune que les gens vont dire, ben, c'est pas chrétien, là. Tu ne verras pas de sapin de Noël dans la Bible nulle part. Il n'y a même pas de sapin dans ce coin-là, si ça se trouve. Là. Mais comment ça se fait qu'on a cette tradition-là aujourd'hui, que ça reste depuis aussi longtemps? Puis pourquoi est-ce qu'on place les choses de cette façon-là aussi? Puis je pense, tu sais, les gens souvent qui écoutent l'épisode puis qui nous suivent depuis un certain temps vont avoir une intuition déjà tout de suite, là, parce que si tu regardes un sapin, juste à quoi ça ressemble, là, tu vas vite voir une pyramide là, qui est une structure dont on a déjà parlé souvent. Là. Puis au-dessus, tu as l'ange, tu as la lumière. Autour, après, c'est conique, là, ça va vers la base. Puis là, à la base, c'est là que tu as le potentiel. Là. C'est là que tu as des choses qui sont mystérieuses, tu as des cadeaux là, qui sont emballés. Tantôt, on a parlé, tu ne sais pas si c'est du charbon ou si c'est quelque chose qui est, disons, un cadeau concret qu'un enfant va aimer, là, mais tu as cette idée-là du potentiel indéterminé Oui, en bas. l'indéterminé, c'est la bonne façon de le comprendre. C'est comme une question. Tu as la structure de la réalité, comme tu as dit. En haut, tu as le principe, soit une étoile ou un ange, qui d'ailleurs, dans l'Ancien Monde, c'était la même chose. Hein. Les anges et les étoiles, c'est la même chose. Puis là, après ça, dans l'arbre, tu as des lumières, tu as différents aspects du monde là, qui sont comme là. Puis là, en bas, ben, tu as l'aspect caché qui est comme encore dans le potentiel, qui est comme une question. C'est pour ça que c'est en bas, là, c'est pour ça que c'est en dessous de l'arbre. C'est pour ça aussi qu'ils sont cachés, qu'ils sont mystérieux. C'est comme un mystère qu'on va découvrir, disons. Fait qu'il y a un lien entre le bas de l'arbre, puis le fond de la cheminée, puis la caverne dans laquelle le Christ est caché.
comme finalement aussi un cadeau pour l'humanité, disons, là, qui est enveloppé, qui est caché, personne ne le sait, si juste certaines personnes arrivent à déceler le mystère de ce qui est caché dans le fond du monde, là. Puis les ornements qu'on met autour, c'est quoi leur signification? Des fois, il y a des guirlandes, des fois, ça va être des boules de Noël, des lumières, peut-être. Tu l'expliques comment, ces ornements-là? Ben, en général, je pense que l'idée de base, ce serait d'avoir des choses qui brillent, là, tu sais. Fait que c'est la lumière, c'est des lumières dans le fond. C'est la meilleure façon de le comprendre. C'est les différents aspects du principe qui sont partout dans le monde, là, qui sont cachés dans le monde. Souvent aussi, les guirlandes, ben, sont souvent des spirales là, ça montre le mouvement aussi du monde. Imagine comme on voit là, le serpent qui tourne autour de l'arbre, là. Fait que les guirlandes, c'est ça aussi. C'est juste la structure d'ascension puis de descente d'en haut jusqu'en bas, là. C'est vraiment un truc hyper cosmique, là. C'est vraiment pas. Disons, l'arbre de Noël, c'est vraiment un des symboles les plus puissants qu'il nous reste là, aujourd'hui, puis que les gens continuent d'utiliser, qu'ils ne se posent pas trop de questions, une chance, parce que c'est vraiment une image de la réalité, là. Ouais, ça nous Aussi, c'est ramène, comme un truc vivant, là, c'est la vie, tu sais, fait que c'est comme toute une hiérarchie de vie du monde, là. Ça nous ramène direct à certains des premiers épisodes qu'on a fait, là, justement, où là, on était sur les aspects les plus fondamentaux puis profonds, là, où, tu sais, le truc de la guirlande, je n'avais pas autant réalisé, mais c'est vrai que, tu sais, ça te ramène à l'espace et le temps, là. Tu as l'idée que, ben, au milieu, tu as comme un axe central qui partait du principe en haut jusqu'au potentiel en bas, puis tu as une spirale qui descend, tu as le tour, le temps, là, le truc, le principe cyclique, là, disons, qui change, là, qui fait tout le tour. Fait que c'est l'axe, le truc qui tourne autour. C'est très fondamental. Oui, oui, c'est très fondamental. L'arbre de Noël, c'est super fondamental comme symbolisme, hein. Puis c'est un peu pour ça que ça a stické aussi, là, parce que effectivement, c'était pas, disons, en tant que tel comme ça dans la tradition chrétienne du début, mais reste que quand les gens rendus en Europe, quand les chrétiens rendus en Europe ont vu cette pratique-là, ben, ça a été naturellement intégré parce que ça fit dans le pattern global du christianisme que tu as parlé tantôt. Ça fit dans l'idée de l'incarnation en général, d'avoir, tu sais, quelque chose qui part du haut, qui descend jusqu'au potentiel du bas pour sauver après ça, comme être un cadeau qui va ramener comme tout le monde à la vie après. Fait que c'est cohérent. Après ça, il n'y a pas de danger du fait que ben, on prend en général des idées qui peuvent venir d'ailleurs du christianisme, puis on les intègre si Ouais, ça non, fit dans le pattern. si ça marche, tu sais. Puis l'idée de mettre la crèche aussi, tu sais, en dessous de l'arbre, c'est parfait exactement de la même façon dont on le décrit. Là, c'est encore plus simple, c'est que tu sais, ça fit complètement avec l'histoire de Noël. Tu as la crèche en bas, puis soit que tu as les anges en haut, l'ange en haut, qui chante gloire à Dieu dans les lieux très hauts, ou tu as l'étoile des mages, un ou l'autre. Soit tu as un ange ou tu as une étoile en haut, puis là, tu as la crèche en bas, puis ça devient comme un genre de microcosme de l'histoire de Noël. Tu peux même imaginer, par exemple, que tu as la crèche en bas, puis là, tu as toutes les lumières dans l'arbre de Noël qui sont comme les anges qui chantent la gloire de Dieu, finalement, le soir de la naissance du Christ, là. C'est pas du tout, c'est totalement cohérent avec la Bible. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a une relation entre la lumière, les étoiles, les anges, dans la façon dont les gens le comprenaient avant. Tu sais, puis quand c'est écrit dans le texte que les mages ont suivi une étoile, puis quand c'est écrit dans le texte que les bergers ont vu des anges chanter dans le ciel, si tu saisis que ces deux-là, c'était plus ou moins la même chose pour les anciens, mais tu réalises que c'est ça, c'est juste différentes façons de décrire la même histoire finalement. Oui. Ah, c'est intéressant comme histoire. Je vais repasser un petit peu là aussi au fait que bien, là-dedans, dans l'idée des rois mages versus les bergers, il y a aussi l'idée comme des sages, puis l'idée comme du peuple, là, des gens qui sont plus bas. Puis tu sais, ils voyaient différemment le même principe ultimement, là. Les deux, ils s'en vont vers la même étoile, vers le même ange, là, mais ils l'ont vu de façon différente. Je vais y repenser. Mais fait que pour un troisième Ça, on peut aspect, en parler dans notre prochain épisode, là, disons, le plus des anges, puis ouais, des mages, puis des bergers, là, c'est vraiment important là, ouais, dans la compréhension de Noël. ouais. Je pense qu'on va se garder ça pour l'épisode où on va aller plus, disons, plus profond dans la théorie. Là, on va aller plus proche de l'incarnation. Mais là, un autre truc léger dont j'ai envie de parler, là, c'est le mythe de Rudolph. Oui, Parce que ça, c'est un truc très moderne, je pense, hein? oui, c'est super récent. Puis, mais c'est ça, c'est intéressant parce que c'est le genre de choses où tu peux voir un peu comment un mythe s'intègre dans la conscience là, des gens. C'est que tu sais,
c'est extrêmement récent, l'histoire de Rudolph. Puis en plus, il est encore sous copyright en passant. Tu ne pourrais pas faire une histoire de Rudolph toi-même, tu te ferais amener en cours. Mais si je te demande qui a inventé Rudolph, personne ne le sait. Parce que l'image de ce renne-là avec un nez qui brille, est tellement forte qu'elle dépasse, disons, l'idée même qu'il y a un auteur dans cette image-là. Puis l'idée de Rudolph, l'histoire de Rudolph, c'est vraiment fascinant parce que c'est vraiment l'idée de la transformation entre la mort et la gloire. C'est ça que tu vois dans cette histoire-là. Fait que ce que tu as, c'est un monstre, disons, une exception, quelque chose qui est étrange, par sa. Fait que c'est la pierre qui est rejetée, on pourrait dire, dans l'histoire qu'on voit dans l'Évangile, mais qui, finalement, à la fin, se révèle comme étant la pierre du sommet, ou la pierre de l'angle, ou la lumière, finalement. Fait que c'est comme une transformation entre ce qui est le plus bas qui devient le plus haut. Fait que c'est pour ça que c'est tellement devenu iconique, là, parce que ça suit vraiment le pattern de cette transformation-là. Puis ça a le rapport aussi avec la fin qui devient le début. T'sais. C'est ça le solstice aussi. C'est comme la fin d'un monde qui devient le début. Dans l'histoire du Christ, c'est représenté de différentes façons. C'est représenté, disons, avec le déclin de Hérode, l'idée aussi du massacre, le massacre des innocents, qui est relié avec l'histoire de Noël. Il y a comme un monde qui est en train de finir, des enfants qui sont en train d'être éliminés, une génération qui est en train d'être éliminée, puis à travers ça, en même temps, tu as comme une lumière qui apparaît comme la lumière pour le prochain monde. Fait que c'est même l'histoire de Noël dans ce cas-là, c'est ça qui se passe. Mais Rudolph, c'est la même chose. C'est ça, c'est comme celui qui est rejeté devient finalement celui qui guide le traîneau du Père Noël. C'est ça, c'est comme assez fondamental comme structure, tellement que j'avais aucune idée avant de t'entendre dire que c'était un mythe moderne, que c'était un truc moderne. Ça avait l'air tellement fondamental que je me dis, ben, c'est comme toutes les histoires de Noël qu'on sait, là, comme elle doit exister depuis des centaines d'années, puis personne ne sait trop ça vient d'où. Là, parce qu'il y a vraiment comme frappé quelque chose de fondamental en développant cette histoire-là. Puis un truc qui était, en parlant de passer, disons, de la fin jusqu'au début, je t'ai déjà entendu aussi expliquer le fait qu'il y a une structure dans le traîneau lui-même. Là. En fait, tu as une hiérarchie qui est comme le sapin de Noël dans le traîneau, là, justement, où Rudolph va finir par se retrouver. Oui, c'est ça. Si tu regardes le traîneau du Père Noël puis tu l'imagines à la verticale, disons, là, juste dans ton esprit, tu as la lumière en haut qui est Rudolph. Puis là, après ça, tu as les reines avec des cloches, avec des choses qui sont dans le traîneau. Puis là, au fond du traîneau, là, tu as le sac avec les cadeaux qui sont cachés dedans. T'sais. Puis, fait que c'est carrément la même structure que le sapin de Noël lui-même, où tu as l'étoile, le principe en haut, puis là, en bas, caché sous le sapin, tu as les cadeaux. On n'a juste pas le truc de guirlande, par exemple. Moi, je ne saurais pas comment le voir exactement. Tu as des lumières le long. Là. Il y a quand même, je veux dire, des choses, des ornements. Là. Souvent, on va avoir quand même une image des reines qui ont un certain genre de décoration. Là. Mais c'est peut-être juste ça qui manque là, pour que ce soit aussi fondamental comme pattern. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc qui tourne autour. Il faudrait y penser. Ouais. Mais non, en effet, ouais. je n'ai pas l'idée. C'est bon. Mais ouais, je pense que ça fait le tour disons, des petites traditions de Noël dont j'avais envie de parler comme une introduction légère à ce qui va être plus, disons, on va parler un peu plus de Noël en tant que tel la prochaine fois, disons. Oui, à moins que tu aies d'idées de d'autres mythes de tradition secondaire à Noël, mais je pense que les trois plus grosses que j'avais pour l'instant, ce serait ça. Là. Bien, je pense que ce qui est important pour les gens de comprendre aussi, c'est que souvent, en tout cas, moi, dans le monde dans lequel j'ai grandi, pas nécessairement dans ma famille personnellement, mais autour de moi, il y avait tendance de vouloir éliminer les traditions plus folkloriques ou un petit peu plus étranges de Noël parce qu'on avait l'impression que ce n'était pas chrétien, qu'il faut, disons, se concentrer sur le christianisme. Puis, le pire dans tout ça, c'est que c'est vrai, c'est totalement vrai que chez les gens qui ont voulu détruire, disons, nos traditions, qui ont voulu comme les évacuer, bien, ils ont utilisé l'aspect séculier de Noël pour le faire. C'est pas, ça non plus, c'est pas totalement. Il y a quelque chose dans ça de cynique.
c'est de mettre l'emphase beaucoup sur le Père Noël, de mettre l'emphase sur les reines, sur les cadeaux, tout ça. C'est une façon de diminuer l'aspect sacré de la fête. Mais je pense que si on est intelligent et on est futé, au lieu de dire, ben nous, on va être réactionnaire, on va réagir, on va pas participer à ces choses-là. Au contraire, de pouvoir les réassimiler, de plutôt les voir dans leur propre contexte, puis de voir que tu peux pas t'enfuir de l'histoire de Noël. Que même si tu essaies de créer des genres de versions séculières de la fête de Noël, tu vas quand même manifester quelque chose comme l'histoire de l'incarnation, quelque chose comme l'histoire de ce moment dans la nuit la plus sombre de l'année où la lumière est apparue en secret puis elle a commencé à se révéler. Tu ne pourras juste pas l'éviter, ça va toujours être ça. Parfait, ça. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci tout le monde de nous avoir écoutés pendant cet épisode de la vie symbolique sur des traditions de Noël. Puis comme on a dit, on va revenir dans 2 semaines environ pour avoir un épisode sur l'incarnation en tant que tel. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde.